Catherine Hunold, ravie d'être à vos côtés. Oui, moi aussi. Alors, on s'est rencontrés l'année dernière lors de ma venue pour la première fois au Festival de musique de Menton, dont votre époux Paul-Emmanuel Thomas est le directeur artistique. Et c'est dans ce cadre-là que je vous avais rencontré. Et quand j'ai su que vous étiez une artiste lyrique, une soprano, et qu'on s'était peut-être croisés sur l'Opéra d'Avignon. Bien sûr, pour le dialogue des Carmélites. Pour le dialogue des Carmélites. Voilà. Je me suis dit, il faut absolument que je rencontre cet artiste parce que j'avais envie de partager un moment de discussion avec vous sur votre carrière, sur votre personnalité. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté ce petit moment. Mais c'est moi qui suis ravie de vous accueillir dans ma maison. Waouh, quelle maison! Bon, je rassure les lecteurs, c'est le hall d'entrée de ce vieux palace mentonnais du début 20e, fin 19e, voilà, qui est un endroit magique. Magique. Et où j'ai la chance, et où nous avons la chance d'habiter. Alors, vous êtes au Festival de musique de Menton, mais pas en tant qu'artiste, parce que c'est un festival de musique et non pas un festival d'art lyrique. Ah, quoique, on a eu au Festival de Menton de très belles personnalités lyriques, comme Diana Damrao, voilà. Il y a 6-7 ans, il y a plusieurs récitals lyriques. D'accord, oui, il y en a quand même un petit peu. Autant pour moi. Donc vous êtes ici pour être spectatrice ou vous mettez un petit peu votre patte, si je puis dire, dans l'aide de l'organisation? Non, je suis principalement spectatrice et j'arrive jusqu'à maintenant à garder cette période pour Paul-Emmanuel et pour être avec lui dans cette grande fête, et puis un petit peu pour être aussi avec le public, puisque lui est souvent avec les artistes à 21h30 ou entre 21h, 20h30, 21h. Et moi, j'aime accueillir les uns les autres, aller prendre le thermomètre dans la salle, voilà. Et c'est ce que j'ai pu constater hier, vous êtes très proche du public. Oui, j'aime beaucoup ça, mais même en tant qu'artiste lyrique et en tant que personne tout simplement, j'aime aller vers les autres, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis très heureuse qu'on se rencontre aujourd'hui. Et j'aime partager mon amour de la musique, l'amour de Paul-Emmanuel pour ce festival qui est magique, et donc aller voir les uns les autres, savoir comment se passe leur soirée, les accueillir aussi sur le parvis. Paul-Emmanuel s'occupant des artistes, moi je vais m'occuper de ce public et de son bien-être. C'est aussi un moment pour vous de vous retrouver, parce que je crois que vous vous croisez très brièvement sur les scènes. Exactement. C'est aussi un moyen de partager tous les deux des soirées musicales d'exception. On est assis dans la salle, on veut vraiment être tous les deux dans le public, écouter, partager ces moments-là, et puis les partager ensemble, quoi. Tous les deux, l'un à côté de l'autre, c'est important, parce que c'est vrai que dans l'année, on n'a pas... Paul-Emmanuel est aussi chef d'orchestre, et il part souvent, moi aussi, donc c'est un moyen de se retrouver, et toujours dans cet amour de la musique, de l'art. Voilà, oui, de l'art en général, voilà. Et puis de parler musique, de vivre la musique, d'écouter ensemble, c'est très important. En tout cas, c'est notre manière de fonctionner. Alors, vous êtes soprano? Tout à fait. Alors, soprano dramatique. Soprano dramatique. Qu'est-ce que ça évoque? C'est le critère de la tessiture oui, vocale? c'est la catégorie vocale. Donc, vous avez les sopranos légers, soprano coloratour, soprano lyrique, lyrique léger, mais concrètement, comment allait votre voix? Parce que du coup, vous êtes amené à interpréter une certaine catégorie de rôle? Tout à fait. Dramatique. Dramatique, voilà. Donc, ce qui veut dire déjà une tessiture assez longue, qui peut aller de l'aigu au grave. On est sur deux tessitures en tant que soprano dramatique. Parce que vous allez autant de Wagner à Verdi. Hein. Voilà, tout à fait. Donc le panel est quand même assez large. C'est assez large, mais avec
un ambitus qui peut aller du soprano au mezzo. C'est une voix entre deux qui a énormément de couleurs, mais qui aussi est caractérisée par sa puissance et son endurance. Voilà, c'est ce qui... Et puis aussi les rôles qui sont très lourds émotionnellement, vocalement. Interprétation aussi, prestance. Voilà, exactement, qui demandent une certaine manière de faire, une certaine organisation ici, et une certaine musculature, ça j'insiste beaucoup là-dessus, et aussi un mental, quoi. Ce sont des rôles qui demandent un investissement énorme, tant mentalement, nerveusement que physique. C'est un tout. Vous parlez d'endurance et de puissance. Concrètement, comment ça se travaille? Est-ce que c'est un exercice comme les sportifs, un entraînement? Oui, bien sûr, c'est complètement sportif. Il faut construire cette machine. On essaye de faire qu'elle soit naturelle. C'est ça toute la difficulté et la beauté du chanteur lyrique, de chanter comme on parle, comme disaient les grands maîtres. Mais en même temps, il faut pouvoir passer un orchestre de 100 personnes, avec des chœurs, dans des endroits immenses. Donc ça demande un travail technique, un travail musculaire bien précis, et surtout un travail aussi de respiration. Sans oublier l'interprétation. Sans oublier l'interprétation, le jeu. Mais de toute manière, quand on chante ces rôles, si on n'est pas connecté à ce que dit, comme le dit Alain Garichot, ce grand metteur en scène, si on n'est pas dans son ventre, si on n'est pas connecté à ses tripes, on ne peut pas y aller. Ouais. On est mu par la tragédie, par le drame, et c'est ça qui porte notre voix en fait. Si on est vraiment dans son rôle, dans son texte, la voix suit. Mais ça, c'est aussi tout un travail. Alors, est-ce que ça se prête aussi bien que pour des concerts lyriques ou que des opéras? Ah oui, moi j'aime beaucoup les versions de concert. C'est ça dont vous voulez parler? C'est ça, oui. Ah, mais j'adore les versions de concert. Parce que comment vous ressentez, effectivement, parce que là, il n'y a pas d'interprétation scénique dans les concerts. On a un imaginaire, bien sûr, on a beaucoup d'images, mais... il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a pas de mise en scène, mais moi, j'aime de toute manière bouger. Et même quand je suis en version scénique, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans mon corps, que j'entre en vibration, que ce soit avec, de toute manière avec l'orchestre, avec le chef, avec le public, avec la salle. C'est ma manière d'être, il faut que je sois, comme je disais tout à l'heure, dans ce lien. Alors c'est un lien vibratoire aussi, avec l'autre, avec les autres, avec mes collègues, avec la salle. C'est ça qui est fabuleux. Est-ce que votre carrière, c'est un rêve de petite fille ou est-ce que c'est une vocation qui s'est créée? Alors, je pense que c'est les deux. Parce qu'on me dit, enfin, dans ma famille, que je chantais avant de parler. Je suis très vite rentrée dans des maîtrises. Enfant, j'ai enregistré des disques. Enfant, j'ai fait des opéras pour enfants, donc je partais du collège l'après-midi et voilà, donc je fais ça depuis que je suis toute petite, bien que n'étant pas d'une famille de musiciens classiques, la musique nous a toujours entourés. Alors les Beatles, voilà, Et enfant, vous chantiez quoi? Les Beatles ou plutôt tout ce que je pouvais entendre, tout ce que je pouvais entendre, de toute manière, je le chantais. Ça, c'était, mes parents devaient avoir une tête comme ça. Mais non, voilà, j'ai toujours chanté. C'est la chose que j'aime faire, que j'aime partager, moi qui me fait du bien, tout simplement. Et ce côté classique, comment vous êtes venu alors, puisque vous n'étiez pas dans cette... Je pense que c'est parce que c'était là où on pouvait chanter fort.
Je veux m'exprimer. Voilà. Et je crois qu'il y avait ça très profondément ancré chez moi, d'avoir à dire quelque chose et dire quelque chose de particulier. Je suis instrumentiste aussi, hein. Je suis flûtiste de formation. Oui, donc c'est la continuité de la voix aussi. Exactement, voilà. Et c'était tout naturel pour moi d'aller vers le classique et d'aller vers l'opéra aussi. C'est parce que tous les arts sont réunis. C'est un art total, l'opéra. Et c'est pour ça aussi que petit à petit, je me suis tournée vers Wagner, parce que c'était là aussi où tout rentrait en vibration, tous les arts, les histoires, la mise en scène. Voilà, c'était quelque chose d'assez organique pour moi. Alors, comment votre carrière artistique s'est lancée véritablement et quels souvenirs vous en avez? Je pense que c'est avec les Wagner Voice en 2006. Je travaillais à l'époque avec Margaret Price à l'Opéra des Flandres, au studio Opéra des Flandres à Gand. Et on travaillait le répertoire mozartien et c'est elle qui m'a dit Catherine, il va peut-être falloir passer à Verdi et à Wagner. Et voilà, ça changeait complètement. Puis j'ai fait la rencontre de Christa Ludwig aussi à Vienne, avec qui je suis partie travailler. Et on a travaillé ce grand répertoire wagnérien, straussien, et puis elle voulait vraiment que je chante Verdi aussi ou Puccini. Voilà, du répertoire assez lourd et engageant. Et donc tout naturellement, je me suis inscrite au Wagner Voice et j'ai fait les éliminatoires à Bayreuth. Wagner Voice, c'est pas The Voice, c'est le Wagner Voice. Voilà, c'est un peu la même chose. Et j'ai eu la chance de participer à ce grand concours à Bayreuth, de pouvoir assister aussi au dernier Parsifal de Pierre Boulez. C'était un moment magique pour moi, j'avais une vingtaine d'années à l'époque. D'accord. Et puis d'aller jusqu'en finale à la Fenice. Et je pense que de là, voilà, les engagements sont arrivés à Montpellier tout d'abord, puis à Prague avec ma première Isolde et mon premier Wagner. J'avais à peine 35 ans, quelque chose comme ça. Et oui. Et voilà, je devais être un peu folle. Naïve, peut-être pas naïve, mais inconsciente peut-être. Je ne sais pas du tout si c'est de l'inconscience ou de se dire c'est ça. Ouais, c'est ça, on reçoit ce qu'on a. C'est ça, oui, voilà, exactement. De toute manière, les choses n'arrivent pas par hasard. Enfin, en tout cas, moi, je n'y crois pas et elles arrivent au bon moment. En tout cas, elles arrivent au bon moment pour moi, je trouve. Et par rapport aussi à la maturité de votre voix aussi. Tout à fait. Il fallait ce temps de développement, de construction aussi physique et de construction mentale pour pouvoir aborder ces rôles. Alors c'est vrai qu'aborder Isolde à 35 ans, c'est quand même peut-être un peu fou. Et surtout de l'apprendre en 4 semaines. Ça, par contre, c'était fou. Parce que c'est 200 pages de musique, 200 pages pour elle seule, quoi. Donc, c'était un challenge. Mais j'adore ça. J'adore ça. Et les personnes aujourd'hui le savent, qui peuvent m'appeler. Et que j'adore relever les défis. Oui, vous aimez ça. Oui. J'aime pas la routine. J'aime pas prendre des habitudes. J'aime prendre des habitudes avec ma voix, des repères, mais après j'aime tester. J'aime expérimenter, j'aime découvrir. Vous aimez l'inconnu? Oui, je suis très curieuse. Je suis très curieuse des répertoires et puis je suis très curieuse aussi des découvertes de l'autre, en fait.
qui m'intéresse. Vous aviez récemment, vous étiez au Capitole de Toulouse avec un réel succès. Oui. Médiatique en tout cas, oui, donc, oui, ce qui veut dire le succès aussi de l'artiste. Est-ce que c'est important d'être chez vous, finalement, près de chez vous, en France, de tourner en France, sur les scènes françaises? Est-ce que pour vous, en tant qu'artiste française, née à Paris, oui, je crois? Oui, tout à fait. C'est important de... C'est très important. Au début de ma carrière, j'étais très peu engagée en France. Et j'avais fait cette Isolde qui avait eu beaucoup de succès à l'Opéra d'État de Prague. Et je pensais que ça pourrait déboucher sur d'autres choses en France. Et ça a été plus long que prévu, plus difficile. Et c'est assez douloureux. Je pense que toutes et tous, on le dit, on aime chanter dans notre pays. Oui. On aime nos opéras de province qui sont fabuleux. Et voilà, mais ça s'est construit. Et puis cette rencontre avec le Théâtre du Capitole, où, comme vous dites, je pense que c'est ma maison aujourd'hui. Je vais y retourner assez souvent dans les saisons futures. Et c'est un lieu magique. C'est magique, c'est mythique. Et puis Christophe Gristi, donc le directeur actuel du Capitole, m'a fait un énorme cadeau en me proposant cette Ariane à Naxos, mise en scène par Michel Faux. C'était une rencontre avec une œuvre, une rencontre avec un metteur en scène. Moi, qui m'a énormément apporté artistiquement et puis qui m'a bouleversée aussi, qui m'a fait voir le travail d'un vrai metteur en scène de théâtre aussi. Et ce que moi je pouvais faire avec lui et ce qu'il me demandait. Donc on a créé ce personnage d'Ariane ensemble, en fait en lui m'y a emmené d'une manière magnifique. C'est une reconnaissance aussi pour vous de... Bien sûr, bien sûr, de recevoir autant de belles critiques, de très grandes personnalités du monde de la musique. Je parle que ce soit de Marie Audroux du Monde, ou que ce soit de Christian Merlin du Figaro. Moi, je lis leurs critiques parce que je me fie. Tous les deux ont des oreilles différentes et des points de vue différents, très forts, mais ça m'intéresse d'avoir leur retour aussi. Ce sont des personnes qui vont à l'opéra, au concert, tous les soirs de la semaine. Et c'est important aussi pour un artiste de savoir ce qu'ils en pensent. Et puis en général... Vous en tenez compte ? Oui, moi j'ai pas peur de le dire. Alors je sais que c'est de bon ton de dire qu'on ne tient pas compte des critiques. Non, moi j'en tiens compte. Je les prends en fait pour avancer. Je lis pas que les bonnes, même si elles sont bonnes pour l'instant. mais je pense qu'il y a toujours quelque chose à prendre de ce que l'autre a à nous dire, suivant comment on le reçoit. Après, voilà, moi je suis très consciente de ce que je fais, mais voilà, des fois un nouvel œil, une nouvelle oreille, et puis quand c'est bien écrit aussi, quand c'est bienveillant, quand c'est constructif aussi, voilà. Alors les projets, à part le Capitole de Toulouse? Alors les projets, donc les 100 ans de l'Opéra de Nancy, le 14 octobre 2019, donc très bientôt, nous allons donner Sigurd de Reyer pour donc c'est ce grand anniversaire des 100 ans de l'Opéra de Nancy, avec donc cet opéra qui avait été donné le 14 octobre 1919. Et donc je serai Brunhilde, encore une Brunhilde, mais française, celle-ci. Voilà. Et donc je suis ravie
qu'on redonne ce monument de la musique française, et puis aussi un monument pour les sopranos dramatiques. Toutes les sopranos dramatiques françaises rêvent de le chanter, ou veulent le chanter, ou l'ont chanté, que ce soit Germaine Lubin, que ce soit Régine Crespin, bien sûr. Voilà, donc pour moi, c'est aussi, je prends ça comme un cadeau qu'on m'offre l'occasion de le chanter en version de concert. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie-Céline. Puis à très vite alors. J'espère. À très bientôt. Au festival en tout cas. Au festival de musique de Menton qui fête ses 70 ans. Exactement. À bientôt. À bientôt.